Salut, moi c'est Laura et tu écoutes À toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Atois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, c'est Jérémy Morio qui est mis à l'honneur. Un artiste complet car il sait aussi bien chanter, danser, mais surtout faire de la comédie. Nous, c'est son plus fidèle personnage. Vous l'avez peut-être sûrement déjà vu passer sur Facebook ou sur YouTube, où il adore raconter un peu ce qui se passe en ville sur un ton humoristique, tout en parlant patois. Vous avez peut-être aussi entendu parler de Jérémy lors de ces fameuses Zumba du Casse du lundi, qui rassemblent les gens devant l'hôtel de ville pour une petite danse tous ensemble. Alors je vous laisse sans plus attendre découvrir Jérémy Morio. Sur ce, je vous souhaite aussi une bonne Ducasse. Bonjour Jérémy et merci de me recevoir chez toi. Donc si on peut résumer en quelques mots, j'ai donc en face de moi aussi bien un comédien, un humoriste, un vidéaste, un chorégraphe, un dessinateur, chanteur aussi. La liste est longue, mais d'abord, qui es-tu vraiment, Jérémy Morio ? Bonjour Laura, donc je suis Jérémy Morio, je dirais un artiste. On va mélanger tout ça, on va dire un artiste originaire de Ath. Je suis né à Ath, j'ai grandi ici, je suis allé à l'école ici, j'ai fait toutes mes études ici à Ath, même supérieures. Et puis je suis parti vivre à Bruxelles, mais je suis un vrai Athois, un vrai. Et, la ville te manquait ? La ville me manquait, Bruxelles me fatiguait un peu, parce qu'il y avait trop de monde et j'avais besoin de quelque chose de plus calme. Et donc je suis revenu à Ath pour retrouver ça et retrouver mes amis et retrouver un peu ma famille aussi, que je ne voyais pas si souvent parce que ici à Ath, les gens trouvent que Bruxelles, c'est loin. Mine de rien. Donc pour revenir un peu sur ton parcours, il y a 4 ans déjà, tu lançais tes premières vidéos Facebook et YouTube. J'ai commencé il y a 4 ans en effet, un peu par hasard. Donc en fait, je raconte toujours la même histoire, mais on va la raconter encore. Donc en fait, je participais à un marché du casque qui se donnait par rénovation de cortège à l'Esplanade. Oui. Et je participais avec une amie et on s'était dit, tiens, pour dire qu'on est là, on ferait pas une vidéo, chacun de notre côté, où on se répond un peu en fait. Et donc je dis, bah ouais, bonne idée. Et donc on a fait cette première vidéo qui était en patois, où je disais, bon, c'est bien fait. Et le jour du marché, mais les gens ont adoré. Ils m'ont dit, cette vidéo était vraiment super comique, tu devrais en faire une autre. Et c'est parti de là. Et c'est parti de là vraiment comme ça. Et j'ai attendu quand même 3 semaines avant d'en faire une autre. J'étais pas sûr. Je me suis dit, mais pourquoi j'en ferai encore une ? Est-ce que ça va vraiment faire rire les gens ? Ouais. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, la première avait fait 5000 vues, la deuxième, elle a fait 30 000. Et je me suis dit, je crois que les gens aiment bien. Ouais, tu tiens quelque chose. Ouais. Ouais, en 4 ans, comme tu le dis, les chiffres grimpent, les chiffres montent pour arriver à presque 100 000 vues sur YouTube, pour presque 1000 abonnés, je vais dire. Sur Facebook, là, tu es à 11 000, Instagram 2000, un véritable influenceur en fait. Je suis presque un influenceur qui n'habite pas Dubaï, mais on va dire influenceur parce que j'ai déjà participé, ou en tout cas collaboré avec pas mal d'entreprises, de personnes, de personnalités, ou avec la ville. Donc oui, influenceur, parce que je crois que j'influence un peu les gens dans leur manière de penser, de consommer peut-être local dans le coin. J'ai même fait une petite pub pour les Solatois, alors qu'il y avait quasiment personne qui connaissait les Solatois quand c'est sorti. Donc je vais dire influenceur, mais c'est pas mon but premier d'être influenceur. Mon but, c'est vraiment de faire des vidéos, de faire rire les gens. D'abord. Mais après, le rire, c'est influencer les gens aussi. Donc, on pourrait dire que j'influence le rire. Donc, voilà. Oui, et donc, tu l'as dit, donc ça part d'une simple vidéo faite avec des amis. Mais est-ce que c'est toujours après quelque chose que tu avais en toi cette âme d'artiste de créer, d'imaginer, de peut-être faire rire tes amis ? En tout cas, la comédie, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Ça, c'est sûr. J'avais déjà fait
un petit peu de théâtre, un petit peu d'impro à gauche à droite. À l'école, on faisait plein de spectacles, on écrivait des pièces. On avait toujours envie de faire des choses. Ça, j'ai toujours envie d'être sur scène. J'ai fait beaucoup de danse avant de faire de la comédie. J'ai fait beaucoup de danse, donc vraiment la scène, c'est quelque chose que j'adore vraiment. Et la comédie est venue après, mais ouais, on va dire que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Après les vidéos, pas forcément, parce que il y a 10 ans, on parlait pas du tout de faire des vidéos. À part, oui, on regardait Cyprien, on regardait Norman ou Squeezie, eux faisaient des vidéos et on s'imaginait pas à un moment donné aussi passer le cap. Ouais. Je crois en Belgique, c'était très très rare ceux qui commençaient là-dedans. Mais donc ouais, il y a 4 ans, là, je me suis dit oui, ça j'ai vraiment envie de faire. Et c'est une manière aussi de tester un peu le public et de se dire, est-ce que je vais vraiment faire rire les gens ? Oui. C'est une manière un peu moins trash de s'affronter devant le public. Oui. Voilà. Et puis peut-être une espèce de barrière, le fait qu'il y ait l'écran, je vais dire, pour te protéger. C'est ça, c'est une barrière. On se protège et on évite. Après, on évite pas grand-chose avec les réseaux sociaux. Non, mais bon, comme on dit, il y a qu'à couper le téléphone et on les voit plus. Ouais, c'est ça, exactement. On les voit plus et donc c'est tout. Mais donc c'était vraiment une bonne manière pour commencer. Oui. Une particularité, si je peux dire, c'est que tu fais tes vidéos en patois. Est-ce que c'était une volonté ou est-ce que c'est aussi juste parce que tu t'es pris au jeu comme ça dans la première vidéo ? C'est vraiment, ouais, je me suis pris au jeu. Et je me suis dit que c'était vraiment quelque chose de... je crois quelque chose qui manquait aux gens. Le fait d'entendre du patois. C'est vrai que sur les réseaux, à ce moment-là, il n'y avait personne, je crois, qui faisait des vidéos en patois. Non. Même d'ailleurs, je veux dire, même à Liège ou même ailleurs. Et en fait, quand j'ai fait cette première vidéo, j'ai ressenti que les gens se sentaient attachés soudainement à quelque chose. Ils se disent, tiens, ça me rappelle vraiment plein de choses. Les gens, ce jour de ce marché, m'avaient dit, on dirait ma grand-mère, on dirait ma marraine, on dirait ma tante. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que ça rappelle plein de choses aux gens. Et donc, je me suis dit, oui, il faudrait continuer. Oui. Surtout qu'on dit aussi que le patois est une langue qui se perd. C'était aussi une manière de ramener le patois vers les jeunes ou les moins jeunes, en tout cas aux oreilles. C'est clair, en tout cas aux oreilles. Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est grâce à ce que j'ai fait ou si c'est un effet de mode, mais j'entends de plus en plus de jeunes qui utilisent des mots de patois dans leur manière de parler. Et ça, je trouve ça génial. Donc, je crois que c'est une langue qui revient un petit peu, en tout cas dans le coin ici. Ouais. J'entends vraiment beaucoup de gens parler comme ça. Et donc, oui, vraiment, c'était vraiment pour essayer de relancer le patois. J'avais remarqué aussi qu'à la Ducasse, par exemple, quand il y a toujours un petit sketch au Vêpres, les gens comprenaient quasi pas, en fait, ce qu'ils disaient. Oui, c'est pour ça qu'ils ont ajouté les sous-titres. Les sous-titres. Ouais. Et donc, je me suis dit, il faudrait peut-être en fait trouver un moyen pour remettre ça dans l'oreille des gens et qu'ils comprennent un peu ce qui se passe à Ath. Et il y a plein de gens aussi qui parlent patois au quotidien et qui se sentent peut-être incompris parce qu'on les comprend pas et qu'on se moque d'eux. Ouais. Et je crois que ça a aidé aussi à ce que y ait peut-être une meilleure compréhension de ce langage qui n'est pas vulgaire, qui n'est pas médiocre, qui n'est pas un sous-français. Enfin, c'est du vieux français, donc on était là avant eux. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as appris sur le tas ou est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours connu dans le sens tu as été élevé en patois ? J'ai été élevé par mon père ne parle quasiment que patois et pas mes grands-parents, bizarrement. Ma grand-mère était italienne et de l'autre côté, ils étaient de Mafle, mais ils avaient un patois encore plus particulier, encore plus. Mais je les voyais pas assez souvent pour dire c'est eux qui m'ont influencé. C'est vraiment mon père qui parle patois tout le temps, et qui a aussi ce côté un peu humoriste en soi. Mon père adore raconter des histoires en patois. Il sait que ça fait rire, donc il adore raconter toutes ces anecdotes. Vraiment. Il adore raconter toutes ces anecdotes en patois. Et donc, je crois que c'est vraiment lui qui m'a inspiré le plus. Et c'est là que je me suis dit, je vais faire comme lui. Ça va marcher. Ouais. Tu t'inspires aussi beaucoup de l'actualité, que ce soit de manière générale de ce qui se passe dans le monde en Belgique, mais aussi de l'actualité locale. Comment tu arrives, je vais dire, à lier cette actualité à un fait humoristique, en fait ? Comment ? Vraiment. Est-ce que tu as un processus particulier, je vais dire, un processus créatif particulier, une manière, ou est-ce que c'est vraiment tu associes les choses entre elles ou, En
En fait, je crois que ce que je prends, c'est donc je prends l'événement, je regarde tout ce qui se passe autour, ce qu'on en dit, de positif et de négatif. Et après, je vais reprendre l'essentiel et le mettre dans un sketch. Après, ça va partir dans tous les sens parce que souvent dans mes sketchs vidéo, je pars en vrille, je pars en impro et je ressors des trucs que j'ai lus et je me dis bon, je vais les sortir comme ça et ça va venir et ça va peut-être être drôle. Et donc c'est vraiment ça. Je prends le pour, le contre, tout ce qui se passe dans cet événement, l'essentiel et j'en fais un sketch. Après, j'ai pas une méthode créative forcément sur les événements. Locaux ou même globaux, je vais dire. Les événements locaux, c'est assez différent parce que là, il faut vraiment tout tourner à la dérision, je crois, pour faire rire ici. Et prendre des gens connus, par exemple. Je sais que si on prend des personnages connus, des noms qu'on connaît, je sais que là, ça va tilter à la tête des gens et là, ça va matcher. Que les événements globaux, je connais pas les personnages principaux, alors sauf si on parle de politique, alors oui, je parle... Oui, mais je veux dire, allez, t'as quand même réussi à faire rire avec des sujets comme le corona et toute la pandémie, je vais dire en général, alors que c'est quelque chose qui a touché le monde entier et qui était peut-être pas forcément très joyeux. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je prends toujours vraiment l'essentiel et j'essaie de tout tourner à la dérision. Et dans ma vie, je fais toujours ça, en fait. Le problème, c'est que je tourne tout à la dérision parce que je trouve que rien n'est jamais grave, en fait. Et c'est une manière aussi d'être positif sur tout ce qui se passe. Et c'est ce que je voulais faire, en tout cas avec la pandémie, c'est de me dire, oui, c'est dur parce qu'on est enfermé et qu'il y a des gens qui meurent partout dans le monde, mais il faut rester positif parce que nous, on est là. Et on doit rester positif, absolument. Sinon, on va s'entretuer et on va se bouffer entre nous. Ça va être du cannibalisme. Donc, je voulais vraiment rire de ça, absolument. Je voulais pas rester là. Je voulais pas rester enfermé à ne rien faire non plus. Oui. On peut voir aussi plusieurs personnages naître, si je peux dire. Nous étant le plus connu, Marraine qui pique, pardon, mais d'autres encore à découvrir dans tes spectacles. Comment es-tu venue, je veux dire, à créer ces personnages et comment associes-tu, ce sujet, c'est plus pour celui-là et cet autre sujet. Est-ce que c'est plus au feeling ou enfin? En fait, au départ, donc il y a eu toujours nous resté là pendant très longtemps. Il y avait que lui. Et puis quand j'ai fait Marraine qui pique, je sais pas plus sur quel sketch j'ai commencé avec elle, mais j'avais vraiment envie de faire un personnage féminin. Mais qui soit féminin mais pas trop, qui garde cette barbe. Je voulais pas me raser, je voulais qu'elle soit trop particulière et c'est comme ça qu'elle est arrivée. Je trouve qu'il y avait rien de spécial, je voulais juste faire une femme et je trouvais que le terme de Marraine qui pique sonnait bien, comme ça je pouvais garder cette barbe. Et les autres personnages, ils ont été créés en spectacle et on a créé autour de ça avec le metteur en scène, donc Frédéric Gibilaro, qui est mon metteur en scène, et mon compagnon. On a vraiment travaillé sur la psychologie de tous ces personnages, et savoir qu'est-ce que ces personnages aimaient, pourquoi ils étaient là, quel était leur lien avec nous, parce que nous, on doit rester le personnage principal. Qu'est-ce qui gravitait autour d'eux et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire des psychologies très particulières, et c'est comme ça que je me dis, ce sketch-là va mieux avec lui, avec elle. Par exemple, le personnage de Tatiana, qui est le dernier qu'on a créé, qui est la moucronoise, qui parle comme ça. Elle a été inspirée de ma cousine qui est ch'ti et qui parle comme ça, qui s'appelle pas Tatiana, mais maintenant elle se surnomme Tatiana elle-même. Elle c'est une démonstratrice. Elle fait des démonstrations Tupperware, H2O. Donc tout ce qu'il y a à démontrer, ce sera elle, de toute façon. Ouais. Peu importe quoi. Francis, c'est l'oncle de nous. J'en parlais dans une vidéo, mais j'avais jamais imaginé de le faire vivre, donc maintenant il vit. Et c'est un personnage qui est complètement gaffeur, qui veut draguer des femmes mais qui n'y arrive pas. Voilà. Et puis il y a l'instit. L'instit, c'est vraiment inspiré de toutes les instits que j'ai connues et qui existent toujours. Et même si parfois elles me disent non, c'est pas vrai, on parle pas comme ça, mais elles parlent vraiment comme ça. Elles s'en rendent pas compte. Et elle, c'est un peu le personnage un peu à part. Il n'est pas de la famille de nous. On sait pas trop ce qu'elle fait là. Pour l'instant, on sait pas trop ce qu'elle fait là. On va bientôt lui trouver une suite dans l'histoire, mais c'était un personnage qui devait aussi rester, je crois, parce que les gens connaissent tous une instite qui parle comme ça. Et elle reste attachante, elle reste très, très wallonne, et du coup, ça le parle beaucoup aux gens, elle aussi.
Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, Je crois. oui. Il n'y a pas de souci. En parlant justement de tous ces personnages, c'était aussi ce qui t'a fait passer d'Internet à la scène. Tu as déjà donc trois spectacles à ton actif. C'était une volonté de passer le cap, je vais dire, et de te dire, allez, sur Internet, ça fonctionne. Est-ce que devant un public, et cette fois en real life, je vais dire, sans plus te cacher, ça va aussi marcher? Ouais, c'était vraiment une envie. Elle n'est pas arrivée tout de suite parce que le premier spectacle était en 2019, donc on a attendu 2 ans avant de se dire ça y est, on y va, on se lance. Pour la petite anecdote, parce que tout le monde aime bien les anecdotes, donc en fait j'étais parti en Asie, je suis parti 1 mois et demi en Asie et vraiment détaché de tout, j'étais détaché d'Internet, j'ai pas fait de vidéo, je me suis dit tiens, je suis là, je suis en vacances, est-ce que je profiterais pas pour écrire autre chose? Et c'est là qu'on s'est dit, on n'écrirait pas juste un spectacle et on teste. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Et puis le premier spectacle a été sold out, les 2 dates. Donc on s'est dit, je crois que les gens ont très envie de me voir sur scène. Et voilà, donc on s'est dit, bah ouais, je crois que c'était la suite logique, je crois, des vidéos. Et ici, ça a été accueilli directement, dans le sens où tu as pitché l'idée et on a dit, bah oui, vas-y, fais-le. Ouais, clairement, ça a été accueilli directement au Palace. On m'a dit, bah oui. D'office, oui, on va te trouver des dates, oui, tu vas faire un spectacle et on va t'accompagner. Et puis il y a plein de gens qui voulaient participer, de près ou de loin, de toute façon. Et donc c'était vraiment cool, c'était vraiment un projet qui était super bien accueilli. Et avant et après, c'est sûr, on n'a eu que des bons retours du spectacle. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est dit, bah continuons alors. Tu ne fais pas ça tout seul, tu fais ça avec ton compagnon. C'était aussi une évidence de le faire avec lui? Oui, c'était une évidence. Il est metteur en scène, il était comédien et maintenant il est surtout metteur en scène et réalisateur. Donc c'était logique qu'on travaille ensemble. Après, c'était un gros test aussi. Oui, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Les couples qui travaillent ensemble, c'est parfois une catastrophe. Mais là, non, on fait un travail parfait. Il me fait confiance, je lui fais confiance. Vous êtes vraiment trouvés aussi bien à la maison que sur la scène, ouais, je vais dire. Clairement, on s'est retrouvés. Après, il m'écoute aussi, je l'écoute beaucoup aussi. Il écoute beaucoup mes conneries. Il a vraiment beaucoup de patience. Mais ouais, on s'est vraiment retrouvés. Vraiment, on est vraiment. Et complémentaires peut-être? Oui, complémentaire, parce que moi, il y a une vue que j'ai pas. Parce que lui, il a 20 ans de carrière, donc lui, il s'y connaît vraiment en mise en scène. J'ai tendance parfois à rester sur place, alors que je devrais bouger. Donc lui, il voit tous ces côtés-là. C'est lui qui a créé en grosse partie la psychologie des personnages, en me disant, il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu saches quoi faire avec eux, il faut que tu leur donnes des mimiques, des manières de marcher. Donc, ouais, vraiment, on est complémentaires là-dessus. Moi, j'ai le côté texte, j'ai le côté blague, j'ai les accents, mais lui m'a apporté tout le reste. Oui. Oui. C'était beaucoup de préparation que de se dire je passe d'une vidéo de peut-être 30 secondes, 3 minutes qui sont, je vais dire, allez, un peu le format que tu fais, à peut-être 1 heure, 2 heures de spectacle. Ouais, c'était une grosse préparation parce que j'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait seul en scène. Donc on a travaillé 8 mois vraiment, à travailler sur le texte pour qu'il soit vraiment nickel et à travailler les personnages. Et puis on a vraiment essayé de tout trouver, des costumes parfaits. Une mise en scène qui soit cool, qui soit compréhensible aussi pour tout le monde. On voulait pas un truc trop pompeux, un télo. Il fallait que ce soit drôle, il fallait que ce soit festif parce que c'était pour la Ducasse aussi. Ouais. Donc ouais, c'était vraiment un gros travail. Aujourd'hui, ça va plus vite. Par contre. Parce que tu as peut-être des mécanismes qui sont déjà. Ouais, on a adopté des mécanismes. On sait qu'on travaille de telle manière à telle manière. Par exemple, le spectacle de cette année, ça fait juste. Je vais dire 2 mois et demi qu'on travaille dessus, et donc on aura mis 3 mois en tout. 3 mois et demi à travailler dessus, donc on a vraiment beaucoup plus de facilité à travailler sur un spectacle aujourd'hui. En comparaison avec ton premier, lui, t'as pris combien de temps? 8 mois. 8 mois. Ouais. Est-ce que c'était pas une petite pression que de faire ta première, je vais dire, à la Ducasse? Ah si, c'était une grosse pression. Surtout que c'est une grosse salle, quoi. Le Palace, c'est 550 places, donc c'est une grosse pression. Il y avait plein de gens que je connaissais, d'autres que je connaissais pas du tout. Et donc c'était vraiment de se dire, est-ce que les gens vont pas croire que je vais remplacer, parce qu'avant il y avait la Riguette qui faisait des spectacles à la Ducasse. J'avais aussi cette pression là en me disant, est-ce que les gens vont croire que je veux le remplacer absolument, il faut pas que je fasse la même chose, mais en même temps les gens s'attendent à un truc de Ducasse. Donc c'était très compliqué, c'était très réjouissant et compliqué en même temps. Ouais. Mais le résultat était vraiment positif et les gens ont adoré.
Donc c'est vraiment, on s'est dit... En tout cas, ça ne t'a pas fait peur et tu as réitéré. Ouais, j'ai réitéré. On réitère cette année. Ouais. L'année passée, ben voilà, c'est tombé à l'eau. Mais on réitère cette année. Et donc on verra bien si cette évolution va encore plaire aussi. Ouais. Tu ne fais pas que des spectacles à hâte, tu exportes aussi, si je peux dire, ton spectacle ailleurs, en Belgique, mais tu as été aussi jusqu'à la Cité Ardente. Est-ce que tu t'attendais à avoir un succès, je vais dire, un peu plus national et pas juste local? Pas trop. En tout cas, avec les vidéos en patois, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai rajouté Marraine Kipik, qui était le premier personnage qui parlait français, parlait plus en patois. Là, j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup plus de gens d'ailleurs, en tout cas de Wallonie ou de Bruxelles, qui suivaient vraiment pas mal. Et c'est comme ça qu'on s'est dit l'année dernière, tiens, on va essayer de bouger et voir si ça plaît ailleurs. Et Liège, c'était pas forcément un public que j'avais déjà conquis en vidéo. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a tellement d'humoristes à Liège, en fait, que je suis pas passé, je suis passé inaperçu, quoi, en tout cas, à Liège. Ouais. Et les retours ont été vraiment chouettes. C'était une toute petite salle, mais qui a été quasi complète les 3 soirs. Donc les gens étaient vraiment contents, étaient contents d'entendre des accents qu'ils connaissaient pas, parce que c'est pas connu à Liège du tout. Les gens connaissent pas. Que nenni. Que nenni, hein. Nenni à Liège, je connais pas. Donc on est vraiment hyper bien accueillis. Normalement, on y retourne. On n'a pas encore de date précise, mais on y retourne. Donc c'est que vraiment ça a plu. Mais est-ce que s'y attendait Pas tout de suite. C'était un espoir, évidemment. Mais on s'y attendait pas forcément. L'espoir que j'ai, c'est vraiment de jouer à Bruxelles. Et de retrouver... parce qu'on a beaucoup d'amis à Bruxelles, ayant vécu 10 ans là-bas. J'ai donné cours de Zumba là-bas aussi pendant 4 ans. Donc il y a plein de gens qu'on connaît qui viennent pas à hâte voir les spectacles. Donc on a vraiment envie d'aller à Bruxelles maintenant, tester. D'avoir un personnage bruxellaire, peut-être? Oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Il est déjà prêt. Inspiré par mon ex-proprio. Mais après, c'est aussi difficile de faire un bruxellaire parce que il y a beaucoup d'humoristes aussi qui font des bruxellois déjà. Il y a Pablo Andrés qui fait Jérém Floquet, qui est un uclois incroyable. Là, Jean Verhagen, qui est un vrai bruxellaire. Il y a je ne sais plus son nom. Bug de nom. Donc voilà, il y a déjà des humoristes qui font des personnages bruxellois. Donc il faudra trouver le bon qui n'existe pas encore. Oui, c'est ça. Et pour pas qu'on te dise que tu copies. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que ça déjà, parfois on me disait que je copiais ou Guillaume parce que je faisais des vidéos, ou je copie François Pirette parce que je prends des personnages du coin, et en même temps, c'est des inspirations. François Pirette j'ai toujours regardé tout petit, il était ma première inspiration tout petit, avec Ali Kaku. Donc d'office on va retrouver des choses qui ressemblent à François Pirette, mais je copie pas, j'ai pas du tout envie de copier. Je crois qu'on a tous un univers très particulier, tout est inspiré de tout ce qu'on vit, personne ne vit la même chose. Donc, c'est ça, ouais. Donc voilà, copier je veux pas, mais de toute façon on retrouvera des semblances. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes, qu'on te dise un jour ça c'est un plagiat de ou une pâle copie de? Plagiat j'aurais pas envie, ça voudrait dire que j'aurais plus d'inspiration du tout parce que j'aurais fait la même chose. Pâle copie, tout ça, après je m'en fiche. Ça je supprime ce genre de commentaires et ce genre d'idées, je m'en fiche un petit peu. Au final, tu te dis, tu l'as fait à ta sauce. Ouais, je sais que ce sera jamais la même chose que quelqu'un d'autre. On va toujours trouver des références ou des comparaisons. Les gens adorent comparer. On le voit, pas forcément avec les humoristes, mais avec les chanteurs. On dit toujours, elle ressemble à machin, elle ressemble à Madonna, elle ressemble à Lady Gaga, elle fait la même chose, alors que c'est des artistes qui font complètement autre chose. Mais ils sont inspirés d'office, mais... les gens aiment bien comparer, c'est tout. Comme à Hâte, on compare à Mons, on dit toujours que c'est mieux à Hâte, alors qu'il n'y a rien à voir. Mais c'est mieux à Hâte. C'est mieux, on va pas le dire. On le remarque aussi, mais tu as un amour particulier pour la Ducasse. Donc en plus de tes spectacles, tu lances chaque année une Zumba Ducasse. Pas si facile que ça à apprendre, mais qui amène quand même un flash mob, si j'arrive à le dire, le lundi sur la place. D'où est venue l'idée, un peu folle, je vais dire. Et alors, comment penses-tu avoir réussi à fédérer autant de gens au concept? L'idée elle est venue du fait que j'ai été professeur de Zumba pendant 4 ans à Bruxelles, donc c'était super sympa, et puis voilà, je suis passé à autre chose. Mais quand je suis revenu à Hâte, je me suis dit tiens,
Ça te manquait un peu. Ça me manquait un peu de danser. Donc j'ai recommencé à donner cours de danse, mais je me suis dit, tiens, il faudrait faire un truc à la Ducasse, je sais pas quoi. Et j'avais envie de faire surtout une vidéo très particulière. J'avais pas envie de faire un sketch sur la Ducasse. Et donc je m'étais dit, il faut que je trouve une idée. Et en fait, il y avait une chanson des cours de Zumba que je donnais qui a une espèce de résonance fanfare. Et je me dis, tiens, et si je changeais cette chanson sur une chanson de Ducasse? Et j'ai testé, j'ai testé un enterrement de vie de jeune fille. C'était des gens qui me suivaient. Je faisais déjà un peu de vidéos et qui me suivaient un petit peu, qui m'avaient dit, tiens, on ferait bien pour son enterrement de vie de jeune fille 1 heure de Zumba, mais sur des airs de Ducasse. Trop bien. Et je dis, bah alors génial, parce qu'on va tester un truc. Et c'est et comme là, ça qu'on est arrivé. cogite. Ouais. Et l'idée est arrivée, je dis, cette choré donne bien. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis je me dis, on va faire un flash mob en fait. Ce serait vraiment trop cool. Et je me suis lancé comme ça à l'aventure, sans demander aucune autorisation, sans prévenir personne, à part les gens qui me suivaient. J'avais dit, voilà, venez à l'hôtel de ville, je serai là. Et je savais pas si les gens allaient venir. Mais les gens ont totalement suivi le délire. Oui, parce qu'il publiait aussi en disant on a répété, on connaît les pas. J'avais reçu des vidéos, des gens qui avaient répété, parce que j'avais dit tiens, filmez-vous et envoyez-moi les vidéos. Et des gens qui répétaient, il y a eu des porteurs qui ont fait. Oui, j'allais dire des porteurs aussi. Ouais. Au souper de Bayard, ils l'ont tous fait pendant le souper, ils étaient 100 à danser là-dessus. Je dis, bon, je crois que là-dessus, on va y avoir du monde, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait, je sais pas combien de personnes il y avait le lundi de la Ducasse. 200, 300, j'en sais rien. Il y avait beaucoup de monde. Ouais. Et je me suis dit, l'année prochaine, on recommence. Après, l'année passée, évidemment, il n'y a pas eu. Cette année, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'on pourra faire. C'est une Ducasse particulière, donc je ne sais pas du tout si je me lancerai à refaire une chorégraphie. En tout cas, elle n'est pas prête du tout s'il faut refaire une, donc c'est un peu en retard. Mais je crois que cette année, ça va être encore difficile, parce que je sais que le lundi de la Ducasse, il n'y a peut-être pas forcément de fanfares qui pourront venir. Et sans fanfare, je ne le ferai pas, donc... Ouais. Donc voilà, on verra. Ça sera peut-être l'année prochaine ou à un autre moment, on verra bien. Tu vas donc, tu le disais, cette année relancer un nouveau spectacle pour la Ducasse. Bon, même si cette Ducasse est un peu différente, comme tu le disais à l'instant. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour ce spectacle, je vais dire ? Mais le spectacle, donc Je ne suis New Comore, c'est un spectacle que j'ai voulu inspiré du Covid évidemment, de toute la pandémie, de la situation qu'on a vécue pendant 18 mois et qui mélange aussi la Ducasse. Donc je veux vraiment un spectacle qui rit, qui continue en fait. Sur les vidéos qu'on a faites, et on continue à en rire, à se moquer de ce virus et de se dire voilà, c'est pas grave, il s'est passé plein de choses, il faut qu'on en rigole parce que c'était vraiment très drôle. Et je voulais un spectacle qui parle encore plus de Ducasse que le précédent. Le précédent, c'était un petit peu inspiré, c'était léger. Et ici, je voulais vraiment un truc, je crois que c'est moitié-moitié. Moitié Covid, moitié Ducasse. Et faire participer quasiment tous les personnages à cette idée. Donc c'est un spectacle un peu Alphenalf, on va dire à Bruxelles. Un spectacle particulier. Il y aura tous les personnages. Il y a une mise en scène qui est très très spéciale aussi. Il y aura de la chanson, il y a eu hier, hein. Il y a eu de la chanson, il y a de la danse, il y a de la vidéo toujours, il y a des remixes très particuliers. Donc, c'est un spectacle qui reprend un peu tout ce que j'aime bien, vraiment tout ce que j'aime bien et tout ce qu'on a vécu pendant 1 an et demi, surtout. Mais l'idée, c'est de se dire maintenant, ça y est, on refait Ducasse. Ça suffit. C'est reparti. C'est reparti. Même si c'est particulier toujours, mais ce spectacle, il ressemblera, à mon avis, à cette Ducasse. Il sera particulier. Ouais. Et voilà, c'est vraiment pour annoncer ce retour à la Ducasse et un retour à la fête, quoi. Ouais. Une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? De continuer à tourner dans des salles de théâtre un peu plus loin. J'en ai vraiment envie. En Bruxelles, en Wallonie, en France peut-être. J'ai plein de ch'tis qui me suivent, donc peut-être que bientôt on sera à Lille ou à Hête. C'est comme hâte, mais c'est qu'un E, et ça existe vraiment dans le nord de la France. ETH ? Ouais, donc je rêve de faire un spectacle à Hête. Continuer à faire ça, voyager. Bientôt je pars un peu à l'étranger, donc peut-être faire des vidéos à l'étranger et trouver
un nouveau public là-bas, peut-être, on verra bien. Plein de choses et plein de bonheur et plein de choses en fait. Je sais pas quoi. J'aime pas penser à l'avenir parce que je vis au jour le jour, vraiment beaucoup. Donc j'aime pas m'imaginer des choses, mais je souhaite du bonheur, vraiment plein de bonheur et toujours être joyeux, toujours aimer ce que je fais. Ouais. Et le jour où j'aimerais plus, j'arrêterai. Mais je veux toujours aimer ce que je fais, peu importe quoi. Je veux continuer à adorer et continuer à faire être fou. Et à pas me prendre au sérieux. Voilà, c'est ce que je me souhaite en tout cas. Et encore des interviews avec toi, Laura, c'était vraiment sympa. Merci. En tout cas, je te remercie pour cette interview et pour avoir partagé ton histoire. Merci beaucoup et bonne Ducasse. Oui. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou une note sur 5. Ça permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Pour ne rien manquer, je t'invite à suivre la page Facebook ou le compte Instagram À toi la parole. À bientôt pour découvrir d'autres à toi et d'autres